1405, l'empereur de Chine de la dynastie des Ming avait rassemblé la plus grande flotte jamais vue dans le monde. Composée de plus de 300 jonques, dont certaines étaient les plus grands bateaux en bois jamais construits, avec 28 000 hommes au total à leur bord, l'imposante flotte des étoiles devait réaliser 7 voyages épiques. Les archives montrent que sous le commandement suprême d'un eunuque musulman du nom de Zheng He, la flotte élargit le monde connu de la Chine à Malacca, Sumatra, Java, le Sri Lanka, l'Inde, l'Arabie, l'Afrique et peut-être même l'Australie. Mais après 30 ans de réussite extraordinaire, il y eut un changement de politique radical. Des courtisans confucéens jaloux obligèrent l'empereur à abandonner sa politique maritime ambitieuse. Zheng He sombra dans l'oubli, sa flotte fut démantelée et un grand nombre de ses cartes, journaux et archives détruits. Le vide ainsi créé a alimenté l'idée qu'il pourrait y avoir un chapitre manquant dans l'histoire de la flotte des Ming. Gavin Menzies, ancien commandant de sous-marins de la Royal Navy, a passé 15 ans plongé dans des cartes et des documents de l'époque. Il affirme désormais, selon une théorie très controversée par les universitaires, que lors de son 6e voyage, la flotte de Zheng He est allée bien au-delà des mers qui lui étaient familières et a traversé l'Atlantique. S'il ne se trompe pas, les Chinois pourraient avoir découvert les Amériques 70 ans avant Christophe Colomb. Quand les premiers explorateurs européens sont partis pour le Nouveau Monde, tous sans exception parmi les grands navigateurs avaient une carte leur montrant la route à suivre. Pas un de ces grands explorateurs ne découvrit quoi que ce soit de nouveau. Quelqu'un l'avait fait avant eux. Cette émission se propose d'examiner comment les Chinois pourraient avoir traversé l'océan Indien, passé le Cap et poursuivi leur route dans l'Atlantique Sud. Ensuite, avec la contribution de 220 spécialistes, dont 30 Chinois, nous mettrons à l'épreuve la théorie de Gavin Menzies, selon laquelle les Chinois auraient découvert l'Amérique avant Colomb. La nouvelle théorie de Menzies sur l'histoire commence en 1421, dans le port animé de Calicut. Nous savons qu'après avoir déjà parcouru 10 000 km, la grande flotte chinoise était à l'ancre ici, parce que Ma Wan, le chroniqueur de l'expédition, nous a laissé des descriptions détaillées du commerce des épices en pleine expansion à Calicut. Les habitants de ces régions de montagne ont planté des jardins d'épices. Quand arrive le moment de la 10e lune, le poivre arrive à maturation. On le ramasse, on le met à sécher au soleil, puis on attend les étrangers qui vont l'acheter. Marwan n'était pas le seul étranger à visiter Calicut à cette époque. Dans ces régions, il cultive le gingembre, qui répond au nom de Beledi, ou Gebeli, ou Nelly dans leur langue. Niccolo da Conti, un marchand et aventurier italien qui a passé 5 années à vivre et voyager en Orient, décrit lui aussi l'animation du commerce des épices à Calicut. Le récit de da Conti sur la façon dont il séchait le gingembre il y a 600 ans donne l'impression d'avoir été écrit hier. Le gingembre provient de la racine d'un arbuste. Il le recouvre de cendres et l'expose au soleil des tropiques 3 jours durant, au terme desquels il a séché. Le récit fait par da Conti du temps qu'il a passé dans le port indien de Calicut est important pour la théorie de Menzies. Menzies pense que non seulement da Conti a vu la flotte Ming, mais qu'il a rencontré l'amiral chinois.
Menzies fait état d'une statue de Zheng He et de ses amiraux que l'on a récemment retrouvée en Chine. On y remarque la présence d'un mystérieux étranger dont Menzies pense que c'est Da Conti. D'après Menzies, Niccolò da Conti a passé 3 ans à naviguer avec la flotte chinoise et a fini par rentrer en Chine avec elle. Da Conti y eut la possibilité de rassembler des cartes retraçant les épiques voyages de la flotte. Niccolò da Conti embarque avec la flotte chinoise à Calicut. Et en 1420, il traverse l'océan Indien d'une traite en passant par le cap de Bonne-Espérance. Niccolò da Conti revient à Venise. À l'époque, Venise était auréolée de gloire et sûre de sa puissance. C'était la puissance maritime la plus importante de la Méditerranée. C'était aussi le terminus des routes commerciales qui menaient à l'est, vers le monde arabe et au-delà. C'est ici que Da Conti aurait pu rencontrer le frère Mauro, un moine passé maître dans l'art de la cartographie qui vivait dans un monastère en ville. Le frère Mauro se faisait un devoir de poser des questions aux voyageurs comme Da Conti, qui traversaient la ville et lui fournissaient une mine de récits de voyage et d'informations géographiques rapportées des confins du monde connu. Le frère Mauro avait reçu commission du roi du Portugal de réaliser une carte du monde connu à l'époque. L'arrivée de Da Conti à Venise ne pouvait pas tomber mieux. Le frère Mauro dit qu'il tient ces informations d'un marchand de qualité. Et moi je dis que ce marchand, c'est Da Conti. La carte de frère Mauro se trouve toujours à Venise. Et c'est le professeur Falchetta qui en est responsable depuis 10 ans. Voici la carte. Voilà la Méditerranée. Et on peut voir qu'elle est à l'envers, parce que la carte est à l'envers. Voici l'Afrique, et le bas de ce continent se trouve ici. Il y a une inscription très intéressante qui dit que vers 1420, une jonque orientale venue certainement de Chine a traversé l'océan Indien dans la direction des îles des hommes et des femmes. Elle est passée au large du cap de Diab, entre l'île verte et l'obscurité pendant 40 jours. Gavin Menzies est certain de savoir ce que signifie l'île verte. Le frère Mauro dit ensuite que la jonque venue d'Inde a atteint les îles Verdes, 40 jours à une vitesse de 5 nœuds, ce qui aurait été la vitesse moyenne de la flotte chinoise, les aurait menés aux îles du Cap-Vert. Donc je dis que îles Verdes, ce sont les îles du Cap-Vert. D'après le frère Mauro, un bateau oriental est parti 40 jours puis il est revenu. Cela pourrait vouloir dire que certains des bateaux de la flotte ont effectivement passé le cap de Bonne-Espérance. Le spécialiste anglais, le professeur Needham, défend ce point de vue tout comme certains spécialistes chinois. Mais Gavin Menzies en a tiré des conclusions qui vont beaucoup plus loin. La flotte de Zheng He n'aurait eu aucun problème pour traverser l'océan Atlantique. Quand on pense à la taille des bateaux portugais utilisés par De Gama et Colomb, s'ils avaient vu nos bateaux, ils auraient été sidérés. Menzies est convaincu que la carte du Vénitien prouve que la flotte Ming aurait pu se rendre dans l'océan Atlantique. Quand on passe le cap de Bonne-Espérance, sur cette carte de l'amirauté, ces courants en bleu porteraient le bateau vers le nord, le long de la côte ouest de l'Afrique. Vous seriez alors poussé par les vents vers les terres, puis vous seriez porté par les courants, puis par un courant très fort vers l'ouest. Puis les alizés vous pousseraient de nouveau vers la côte,
jusqu'à ce que vous arriviez au nord des îles du Cap-Vert, où les courants vous pousseraient vers le sud. En quittant les îles du Cap-Vert, vous seriez propulsé par une énorme masse d'eau plein ouest. Un navigateur aux abords de la côte africaine, se contentant de hisser les voiles, serait porté par les vents et les courants à travers l'Atlantique Nord et arriverait dans l'archipel des Caraïbes, entre la Guadeloupe et la Dominique. Des centaines et des centaines d'explorateurs sont arrivés ainsi dans les îles Caraïbes. Menzies essaye maintenant de retrouver leurs traces dans les Caraïbes françaises. Capitaine, quel est notre cap maintenant? Le 315. Donc nous naviguons au 315, en arrivant de l'Atlantique. Exactement comme l'ont fait les Chinois. Menzies pense que cette carte établie en 1424 marque un point de taille en faveur de sa théorie. On la connaît sous le nom de carte de Pizzigano et elle semble indiquer des îles de l'autre côté de l'Atlantique, 3/4 de siècle avant que Colomb y soit allé. Menzies croit que les Chinois auraient pu établir la carte de ces îles, dont il pense qu'il peut les identifier. La personne qui a établi la carte de Pizzigano a dessiné les Saintes telles qu'il les aurait vues du niveau de la mer, à peu près à cette heure de la journée. Sur la carte de Pizzigano, il a dessiné cette île rouge et il a dessiné 3 baies. Et c'est exactement ce que vous voyez. Voilà la première baie. La seconde avec la grande montagne à l'arrière-plan. Et la 3e baie ici. On n'aurait pas pu mieux faire. Nous sommes maintenant exactement dans le chenal, en face du milieu des 3 baies. La carte fut établie à l'origine par Zuane et Pizzigano, qui appartenaient à une famille de cartographes célèbres. Elle est actuellement conservée à la bibliothèque James Ford Bell dans le Minnesota. Carol Ernest en est l'ancienne responsable. Ce que nous voyons ici, c'est un déplacement vers l'ouest. Cela représente un changement par rapport au monde clos de la Méditerranée. L'océan ouvrait comme une autoroute vers l'ouest. Et nous voyons pour la première fois une île de l'archipel des Antilles et quelques autres de ces îles. Nous sommes en 1424, il y a très longtemps. Il y a des gens qui pensent que ces îles sont légendaires et ont de très bonnes raisons pour le croire. Cependant, je pense que ces îles sont réelles. Alors, Gavin a une nouvelle théorie à ce sujet, comme vous le savez. Il a travaillé à partir des noms et travaillé à partir de la forme de l'île. Et je pense qu'il a de bons arguments. Menzies a étudié les mots qui figurent sur cette carte ancienne. 2 d'entre eux, Con et Imana, semblent indiquer la présence d'un volcan et une éruption. Ce que nous voyons là, c'est la Guadeloupe. Si vous comparez la carte de Pizzigano avec ce qui existe aujourd'hui, en jaune, c'est ce qui se trouvait dessiné sur la carte de 1424, Con Imana, ce qui veut dire volcan en éruption ici. Et sur la carte contemporaine, là où Pizzigano l'a dessiné, au même endroit, il y a 2 volcans, la Soufrière et la montagne des Diables. En fait, les gens du Smithsonian m'ont dit que ces volcans sont entrés 2 fois en éruption entre 1400 et 1440. Exactement comme Pizzigano le dit. L'île que l'on voit sur la carte de 1424 est bien la Guadeloupe. Les volcans, les rivières, les baies, tout est conforme à la carte de 1424. Tout est là sous vos yeux. Désormais, Menzies pense que la flotte s'est séparée. Une partie partant vers le sud et l'autre vers le nord, sous le commandement d'un amiral du nom de Joux. Il aurait traversé les Caraïbes, dépassé la Dominique et Haïti par le nord-est, puis Cuba, et en remontant Androst et Bimini. Dans
Dans le sillage de ce qu'il pense être la route suivie par l'amiral Zhu Wen, Menzies file vers le nord jusqu'à l'île de Bimini. En arrivant sur l'île, on peut voir l'une des dunes aux requins, comme on les appelle, étrange phénomène en forme de poisson. Menzies pense que ces dunes contiennent les vestiges de jonques chinoises, parce qu'il est convaincu que la flotte Ming a été victime d'un ouragan à Bimini. Nous aussi, nous avons été pris dans une tempête tropicale en approchant de la barrière corallienne. Il y a une tempête qui se prépare? Non, elle ne sera pas là avant demain. La flotte doubla la pointe de Bimini. Ils étaient dans un état épouvantable. Ils avaient déchiqueté leur fond en passant la barrière de corail. Sept des grandes jonques étaient posées sur ce qui était alors un banc de sable. Elles furent recouvertes de ce sable et forment aujourd'hui les dites dunes requins. Elles font 150 mètres de long, la même longueur que les grandes jonques. Ce sont les tombes de ces bateaux. La flotte chinoise fut emportée par l'ouragan et échoua là où nous sommes actuellement. La flotte de Zheng He se retrouvait en morceaux. Il lui fallait réparer ses bateaux. Avec les bateaux intacts qui lui restaient, il lui fallait évacuer ses hommes. Voilà le genre de temps auquel il avait dû faire face toutes ces années auparavant. Le pauvre diable. Après le passage de l'ouragan, Menzies nous emmena voir cette curieuse formation rocheuse sous-marine connue dans le monde entier sous le nom de route de Bimini. Menzies pense que c'est une cale construite par les Chinois pour remettre leurs navires à flot et réparer les dégâts causés par l'ouragan. Ils ont utilisé les rochers et le lest des bateaux pour construire cette cale entre ici et la plage. Pour les derniers mètres, ils ont manqué de rochers. Ils se sont donc servis des pierres utilisées dans la coque des bateaux. Cette chaussée fait 400 mètres de long. C'est une cale géante destinée à remonter les jonques sur la plage. On pourrait descendre sous l'eau et on verrait la rangée de pierres qui va jusqu'à la plage. Tout à fait comme on imagine une cale. Des civilisations évoluées avaient déjà construit des routes, bien avant que les Européens arrivent. Je dis que ce sont les Chinois. Prête à reprendre la mer une fois de plus, d'après Menzies, la flotte allait lever l'ancre. Quand ils quittèrent Bimini, les Chinois ne pouvaient aller que dans une direction, et c'était vers le nord. C'est la direction dans laquelle les vents et les courants les auraient poussés, vers la Floride. Et donc, en 1421, quelques 70 ans avant Colomb, si Menzies a raison, les Chinois ont enfin réussi, peut-être, à aborder le continent américain. Il cite comme preuve une communication publiée par 11 généticiens, dont fait partie Gabriel Novix. D'après leurs recherches, l'ADN des Indiens d'Amérique est plus proche de celui des Chinois que de celui des Européens ou des Africains. Et cette combinaison génétique aurait pu se produire il y a 10 à 12 000 ans, quand des hommes ont émigré en passant par le détroit de Bering, ce qui n'est pas bien ancien en termes d'ADN. Voilà le résultat des travaux de recherche du professeur Novick. Les similarités qui existent entre les Chinois et les Indiens d'Amérique suggèrent qu'il y a eu récemment un apport génétique d'Asie. Dans tous les endroits où Novick a trouvé de l'ADN chinois, les explorateurs européens avaient déjà trouvé des Chinois.
Giovanni di Verrazzano, le premier Européen à atteindre ce qui est devenu aujourd'hui New York, dit qu'il y a rencontré des Chinois. C'est aussi simple que ça. À certains égards, il ressemble au peuple de l'Orient, et particulièrement à ceux que l'on trouve dans les régions les plus excentrées de Chine. Partout où le professeur Novick dit que les peuples indiens d'Amérique ont un ADN semblable à celui des Chinois, je dis dans mon livre que dans tous ces endroits, des Chinois se sont installés. Dans 100% des endroits, nous trouvons ces résultats concernant l'ADN. C'est intriguant. Menzies pense qu'il y a d'autres indices prouvant que les Chinois ont atteint l'Amérique. Il est convaincu qu'ils ont construit des postes d'observation le long des routes qu'ils ont empruntées. Les Chinois avaient des siècles de connaissances en astronomie et en navigation à partir des étoiles. Mais il y avait une limite à l'étude des étoiles depuis le pont d'un navire en pleine mer, d'où les observatoires. Menzies en a identifié potentiellement 28 de par le monde. Il pense que la tour de Newport sur Rhode Island en était un. Vous pouvez voir par ces deux fenêtres à la fois? Oui. Laissez-moi faire une photo. Vous pouvez me tenir ça devant? La date exacte de construction de la tour et son objectif sont sujets à controverse. Au fil du temps, elle a pu servir de bien des façons. Le professeur Bill Penhallow a passé des années à étudier la tour. Il a accepté de tester la théorie de Menzies, selon laquelle la tour aurait pu servir à résoudre la grande énigme qui se posait aux astronomes du Moyen-Âge, la longitude. Donc, la ligne du haut est située dans une direction plein nord-sud. Et nous avons un fil à plomb qui descend comme ceci. Et ces deux lignes indiquent un méridien local. Menzies défend l'idée que si un observateur à Beijing et un autre posté ici dans la tour devaient préciser quelle étoile se trouve directement au-dessus d'eux à un moment donné, ils pourraient déterminer à quelle distance ils se trouvent l'un de l'autre et calculer ainsi la longitude. La tour avait peut-être un double objectif. Menzies est d'accord avec la théorie de Bob Hassel, selon laquelle la tour aurait aussi servi de phare. Très intéressant. Pourquoi construire une cheminée à 40 mètres du sol? Ça n'a pas beaucoup de sens tant que vous n'avez pas regardé cette cheminée par cette fenêtre. Elle se trouve dans l'axe de l'endroit où vous voudriez tourner pour entrer dans le port de Newport. D'accord. D'un point de vue de marin, c'est fascinant. La tour se trouve juste sur cette pointe-là. Oui, la cheminée et la fenêtre forment un angle précis. Quel est cet angle? Cet angle mesure 264,5 degrés, jusqu'à ce point-là. Le fil indique l'axe de vue depuis la fenêtre de la tour jusque dans le port. En fait, si vous entriez dans le port, dans l'océan, vous verriez alors la tour. Vous verriez la lumière, et cette lumière qui viendrait de cette fenêtre serait visible du chenal. À ce moment-là, vous seriez arrivé à bon port, protégé de la marée et des vents. Bien que cette émission se concentre sur la question de savoir si les Chinois ont découvert l'Amérique, Menzies pense que la flotte des Ming s'est aussi rendue en Amérique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Arctique et en Antarctique. C'est pourquoi il pense que l'affirmation faite dans un document que la flotte s'est rendue dans 3000 pays est parfaitement vraie. Le document des Ming mentionne un nombre effarant de 3000 pays visités. Si Menzies a raison, il faudra réécrire l'histoire. Et la flotte puissante des Ming supplantera Christophe Colomb dans l'ère des grandes découvertes. Alors les Chinois furent-ils les premiers à atteindre l'Amérique? Revenons au port indien de Calicut et au point de départ de la théorie révolutionnaire de Menzies. Il n'y a pas de doute que Da Conti est allé à Calicut. La description très vivante qu'il fait des ports animés de Malabar
et les détails très précis qu'il donne sur le commerce du poivre et du gingembre en sont une preuve suffisante. Da Conti fournit aussi une description très évocatrice de ce qui pouvait bien être des bateaux chinois. Ils construisent des bateaux beaucoup plus grands que les nôtres, avec 4 voiles et autant de mâts. La partie basse comporte une triple rangée de planches pour résister à la force des tempêtes. Certains des bateaux sont construits avec des compartiments étanches, de manière à ce que si l'un cède, le bateau puisse quand même accomplir le voyage. Le compte-rendu que fait Da Conti de ses voyages est un élément important du livre de Menzies. Niccolò da Conti a rencontré la flotte chinoise à Calicut, sur la côte de Malabar, en Inde. Il a voyagé avec eux jusqu'en Australie, en passant par l'Afrique, pour finir en Chine. Il en a fait le récit à son retour à Venise. Niccolò da Conti pourrait-il donc être la source de ces secrets chinois? A-t-il effectivement rencontré la flotte? Que dit son récit? Nous avons ses écrits, et il n'y a rien de mentionné dedans. Absolument rien. Il parle de l'Inde, de la Chine, mais il ne parle jamais de flotte chinoise, ni de navigateurs chinois, ou quoi que ce soit de ce genre. Absolument jamais. Piero Falchetta est un spécialiste très critique vis-à-vis de la théorie de Gavin Menzies. Que répond celui-ci à ces critiques? Menzies a accepté de venir rencontrer les producteurs de cette émission et de passer en revue un certain nombre de points avec eux. Nous avons commencé par lui poser des questions sur les preuves indiquant que Da Conti aurait effectivement rencontré la flotte chinoise et navigué avec elle. Eh bien, voici la photo d'une statue qu'on a retrouvée dans la province chinoise de Fujian. Elle a été retrouvée par des ouvriers qui travaillaient à l'extension de la piste de l'aéroport à Fujian. Ce qui est intéressant à propos de cette statue, c'est que l'homme a un nez en poire et de très grandes oreilles. C'est très clair qu'il n'est pas chinois. Ce n'est pas un oriental. Pour les Chinois, il a une allure d'Européen. Il est donc possible de défendre l'idée que c'est Niccolò da Conti. C'est possible, mais est-ce certain? Non, pas du tout. Ce que je dis, c'est qu'on peut défendre l'idée qu'il est arrivé à Calicut quand la flotte chinoise y passait. D'accord, mais pourquoi alors ne dit-il pas de façon précise qu'il a vu la grande flotte? Je suis d'accord avec vous que c'est l'un des maillons les plus faibles de mon histoire. Y a-t-il des preuves qu'il est embarqué à bord d'un bateau de la flotte des Ming? Da Conti? Pas que je sache. La scène revient à Venise. Bien que Niccolò da Conti ne mentionne pas expressément une flotte chinoise, Menzies pense que celui-ci a fait le tour du monde à bord de leur bateau avant de revenir dans sa ville d'origine, transportant avec lui les cartes et les secrets de la flotte chinoise. Da Conti aurait pu alors communiquer ces informations à frère Mauro, le cartographe, qui les aurait utilisées pour réaliser sa grande carte du monde qui se trouve désormais à la bibliothèque de Venise. Menzies pense que cette carte contient un indice important. Elle montre un bateau oriental qui passe un grand cap et s'engage dans des mers inconnues. Le docteur Piero Falchetta cite une note faite par le cartographe. Ils ne trouvèrent rien d'autre que l'eau et le ciel au cours des 3000 km qu'ils parcoururent. Cette expédition n'a rencontré aucune terre. C'est très clair, grâce à ce témoignage, qui est la carte de frère Mauro. Nous ne pouvons donc pas dire qu'une flotte est allée en Amérique sur la foi de cette description. La carte ne représente qu'un seul bateau. Je pense que les mots décrivaient un bateau ou une jonque venue d'Inde. Il n'a pas écrit que c'était un bateau indien. Il aurait pu partir d'Inde. Tout à fait, c'est ce qu'il a affirmé. Mais il ne s'agit que d'un seul bateau et non d'une grande flotte. C'est un fait, et je l'accepte. Ce n'est pas une flotte. Dans la carte de frère Mauro, rien ne nous permet de supposer que la flotte ait navigué dans l'océan Indien. Il parle d'un bateau qui était une jonque. Il n'est rien dit d'explicite sur une flotte qui aurait navigué dans ces eaux. Mais d'après la théorie de Menzies, la flotte est entrée dans l'Atlantique, a longé la côte africaine et a suivi ensuite les mêmes vents qui menèrent Colomb aux Caraïbes. La voilà, droit devant. Le marin est porté par le vent et les courants, plein ouest.
il arrivera là où nous nous trouvons exactement, entre la Guadeloupe et la Martinique. Comme vous le voyez, voici la soufrière et la montagne au diable. Menzies pense que la carte de l'Atlantique établie en 1424 le fut à partir d'informations fournies par les Chinois. D'après lui, Satanazès, l'île bleue, c'est la Guadeloupe. Et l'île rouge, appelée Antillia, c'est Porto Rico. Le professeur Carol Urness, qui a étudié la carte de 1424, est impressionné par ce qu'a déduit Menzies, mais néanmoins, elle identifie quelques problèmes. L'idée que toutes ces informations proviennent d'un voyage effectué par les Chinois est un peu délicate. C'est un peu aléatoire car nous n'avons pas la carte des Chinois. Les noms donnés aux îles ne sont pas chinois. Menzies reconnaît que la carte soulève quelques problèmes. Elles ne sont pas bien placées l'une par rapport à l'autre. Et je peux supposer que Pizigano, le cartographe qui les a recopiées à partir de la carte des Chinois, a tout simplement fait une erreur. À mon avis, il les a mal transposées. Luciano da Silva, conservateur de musées portugais, a fait des recherches sur la carte ancienne et l'a comparée à celle qui se trouve dans le livre de Menzies. Voyons voir. L'île d'Antillia apparaît sur la carte de 1424 en rouge et en position verticale. Qu'a fait M. Menzies? Il a tourné l'île qui était en position verticale. Il l'a tournée en position horizontale pour pouvoir la comparer à Porto Rico. On ne fait pas des choses comme ça. On ne peut pas changer ce qui apparaît sur la carte d'origine. La carte d'origine dit que l'île d'Antillia est verticale. Il ne faut donc comparer qu'avec quelque chose de vertical, pas d'horizontal. Ça ne va donc pas du tout. Et que fait ensuite M. Menzies? L'île de Satanaz, qui apparaît en bleu, avec toutes ses baies profondes tournées vers l'Europe. Il la met à l'envers. Voici une carte marine moderne. Elle comporte toutes les caractéristiques d'une carte marine. Et ça, du point de vue de Gavin Menzies, c'est Antillia, Porto Rico, et ça, Satanazès, la Guadeloupe sur une carte contemporaine. Les îles sur la carte ancienne semblent avoir échangé leur place. Oui, il y a une inversion. Je ne veux pas entrer là-dedans, il y a une inversion. Elles sont tournées de la même manière, et je... Excusez-moi, il y a donc une confusion. Oui, c'est très confus, là. Menzies pense qu'il y a d'autres indices déterminants qui lui permettent d'identifier l'île mystérieuse. Les mots Con et Imana apparaissent sur la carte. Menzies dit que ce sont des mots portugais du Moyen-Âge qui signifient d'après lui « volcan en éruption ici ». Et comme il y a eu une éruption volcanique en Guadeloupe il y a environ 600 ans, il défend l'idée que l'île bleue doit être la Guadeloupe. Nous avons montré à Gavin Menzies un email provenant d'un éminent linguiste portugais, spécialiste du Moyen-Âge, qui dit que la traduction de Con et de Imana est erronée. Tout ce que je peux dire, c'est que le professeur Camilo dos Santos n'est pas d'accord avec ce qui est dit dans ce mail. Le professeur Camilo dos Santos dit que cela veut dire « volcan en éruption », point d'interrogation. Dos Santos a dit « Je ne suis pas spécialiste en linguistique, je suis professeur de littérature, vous devriez vérifier auprès d'autres personnes. » Il est quand même professeur de littérature médiévale. Et que faites-vous de l'autre, le spécialiste du portugais médiéval, qui a dit que ça ne pouvait pas vouloir dire cela? Je crains de ne pas pouvoir me prononcer. Le professeur Dos Santos dit qu'il ne peut pas traduire ces deux mots parce qu'il est spécialiste de littérature contemporaine. Il nous a donc dit de consulter le professeur d'Acosta, qui est spécialiste de portugais médiéval. Ces deux mots existent bien dans le portugais d'aujourd'hui. Con veut dire cône. Ça peut donc faire référence à la forme d'un volcan, par exemple. Mais ces mots n'étaient pas utilisés dans ce sens au XVe siècle. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on les utilise ainsi. Et il est certain que je n'ai jamais lu ces mots, que ce soit l'un ou l'autre, dans les chroniques portugaises du XVe ou du XVIe siècle, ou même dans de la documentation. Ce n'est pas ainsi que l'on parle des volcans. Et je ne le pense pas juste parce que ces mots n'étaient pas utilisés en portugais à l'époque.
Si la flotte avait été jusqu'en Guadeloupe, le vent et la marée l'auraient poussée plus loin vers le nord. Menzies pense que lorsque la flotte s'est approchée de Bimini, elle a essuyé un ouragan et que plusieurs jonques ont été naufragés sur cette île. Pour réparer les bateaux, Menzies pense que les Chinois ont construit une cale en pierre qu'il identifie comme étant ce curieux phénomène sous-marin connu sous le nom de route de Bimini. Le professeur John Gifford, professeur de géologie et d'archéologie marine, a été chargé par la revue National Geographic de se plonger dans le mystère de la route de Bimini. D'après l'une des théories, ces blocs de pierre de forme symétrique sont les vestiges d'une cité engloutie. L'Atlantide, peut-être. Je dois avouer que la première fois que j'ai plongé ici dans les années 70, je me suis dit que ça avait l'air vraiment artificiel. Si c'était vraiment l'Atlantide, ça aurait été beaucoup plus intéressant à bien des égards. Nous avons cherché très activement des vestiges archéologiques. Nous n'avons rien trouvé du tout. En revanche, nous avons trouvé quantité d'indices sur l'origine géologique de ces pierres. Lorsque vous êtes confronté à une masse d'indices en faveur d'une origine géologique et absolument aucun indice archéologique, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. À mon avis, ils ont été fabriqués par la nature. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle des sédiments rocheux déposés sur la ligne de rivage. Techniquement, c'est ce qu'on appelle un rivage paléozoïque. Sur le parcours, on a trouvé divers objets fabriqués par l'homme. Il y a des blocs de ciment, et il y en a beaucoup. Moi, je dis qu'ils servaient à maintenir le lest des jonques en place. Ils sont exactement de la bonne taille pour ça. Ils correspondent aux mesures chinoises. Ils sont assemblés grâce à des rainures et des languettes, et ils s'emboîtent. Personne ne peut dire qu'ils sont naturels. Ils ne sont plus là. Et on ne peut pas étudier des blocs de pierre qui sont peut-être venus de Chine, mais qui n'existent plus. Je ne bougerai pas d'un iota sur ce point, parce qu'un grand nombre des pierres de Bimini, plus de 1000 tonnes, ont été transportées jusqu'en Floride. Et on les a utilisées dans le chenal pour les bateaux, à Fort Lauderdale. Et elles y sont encore. Vous pouvez aller les voir. Et nous avons vérifié les marques sur ces pierres. Et elles signifient qu'elles ont été laissées par les bateaux chinois. Des spécialistes chinois ont-ils authentifié ces marques et montré qu'elles datent de l'ère des Ming, ou bien que ce sont des pierres chinoises? Non. Un tailleur de pierre est en train d'étudier de quoi elles sont faites. Je suis d'accord que je n'ai l'avis d'aucun spécialiste chinois sur le fait que ces marques soient chinoises ou pas. Lorsque vous quittez Bimini, vous apercevez la plage où Menzies dit qu'une partie de la flotte de Zhu Wen s'est échouée. Vous apercevez aussi un autre des phénomènes inexpliqués de Bimini, les dunes en forme de requin, ou, comme le pense Menzies, en forme de coque de jonque de la flotte des Ming, jonque précieuse rejetée à 500 mètres sur la plage il y a 600 ans. Menzies a demandé l'autorisation de faire des fouilles dans ces dunes, bien qu'une opération précédente n'ait montré aucun signe d'activité humaine. Si vous regardez l'une de ces cartes marines de Bimini, vous voyez très nettement qu'il y a de longues lignes ici, qui représentent en fait le développement par accrétion de la partie est de l'île. Ce sont comme des centaines ou des milliers de sédiments apportés par les marées, qui ont été repérés dans toutes les îles des Bahamas. Ce sont certainement des sédiments déposés par les marées, mais je maintiens qu'ils recouvrent des épaves. Mais il faut encore le prouver. Tout à fait. C'est donc une possibilité, mais non une preuve. Tout à fait. Alors que Menzies approche du continent américain, il sait qu'il lui suffit d'une preuve pour confondre ses détracteurs. Nous revenons à Newport, Rhode Island, et à la controverse concernant la tour. Menzies pense que les Chinois l'ont construite pour répondre à un double objectif, moitié phare, moitié observatoire.
Il pense que les Chinois utilisaient la tour pour étudier les mystères des étoiles et résoudre le problème vieux comme le monde de la longitude. Le professeur Penhallow a testé la théorie de Menzies, selon laquelle on pouvait se servir de la tour pour calculer la longitude. Et il reconnaît que c'est possible, mais que les archives des Chinois ne contiennent aucune indication de ce genre de progrès. Il n'y a aucune trace en Chine d'une maîtrise de la longitude au XIVe et au XVe siècle. Absolument aucune. Les voyages de Zheng n'en portent aucune trace. Eh bien, je ne suis pas d'accord du tout avec ce point de vue. Si vous étudiez l'inventaire de leurs observatoires, il y avait tout ce qu'il leur fallait pour leur permettre de calculer la longitude. Le professeur Zhu, spécialiste chinois, fait remarquer que les cartes de Zheng He ne portent pas la moindre trace d'une telle avancée. Les cartes chinoises indiquant la latitude et la longitude ne sont apparues que lorsque les jésuites sont arrivés en Chine avec ce savoir 2 siècles plus tard. D'aucuns disent que l'explication la plus simple se trouve peut-être à la bibliothèque municipale. Voici le testament de Benedict Arnold. Le testament original d'Arnold date de 1677, et voici des copies qui en ont été faites vers 1750. Il y a une phrase qui dit « De ma maison menant à mon moulin de pierre dans la ville de Newport, mentionnée ci-dessus ». Voici une carte de Newport datant de 1776 et montrant le centre-ville. On lit à cet endroit « moulin de pierre ». C'était peut-être un moulin à grains. On peut détruire n'importe quel argument. Ce n'est plus mon point principal, mon point clé. Si j'ai tout à fait tort en ce qui concerne la tour de Newport, cela n'a plus vraiment d'incidence sur mon propos. Parce que mon idée maintenant, c'est que les premiers Européens qui sont arrivés ici, c'est-à-dire Giovanni di Verrazzano, ont trouvé une colonie chinoise. C'est ma carte maîtresse maintenant. Giovanni di Verrazzano fait partie de ces nombreux explorateurs qui, d'après Menzies, ont rencontré des Chinois lorsqu'ils sont arrivés dans le Nouveau Monde. Verrazzano dirigea une expédition qui débarqua en 1524 dans ce qui est désormais New York. Il y rencontra un groupe d'Indiens d'Amérique dont la couleur de peau était plutôt rousse, un peu comme celle des Sarrasins, autrement dit des gens du Moyen-Orient. Kevin Menzies lit le passage intéressant. Voici donc ce qu'écrit Giovanni di Verrazzano au roi de France. Car nous avons vu beaucoup de ces gens de corps fragiles, mais à l'esprit aiguisé, prestes et excellents coureurs, à ce que l'expérience nous en a appris. Et par ces 2 dernières qualités, ils sont comme les gens des régions orientales du monde, et notamment ceux qui vivent aux confins de la Chine. Il ne dit pas qu'ils ont l'air de Chinois. Il dit qu'ils courent vite comme les gens de cette partie du monde. Mais il ne dit pas explicitement qu'ils sont Chinois. Mais il dit que par certains aspects, ils ressemblent aux gens qui vivent aux confins de la Chine. Dans la mesure où ils sont agiles et rapides. Menzies cite des exemples semblables de témoignages, y compris celui de Colomb. Christophe Colomb. Colomb, comme vous le savez, je pense que c'est un cas très intéressant parce que lorsqu'il est mort, il pensait qu'il était arrivé à Cathay, la Chine. Et la raison pour laquelle il le croyait, à mon avis, c'est qu'il passait son temps à rencontrer des Chinois. Ce que je veux dire, c'est qu'il a rencontré des Chinois quand il est arrivé à Cuba, au large de la côte d'Amérique du Sud, au Groenland, en Irlande. N'est-ce pas un raisonnement qui tourne en rond? Il pensait par erreur qu'il était arrivé en Chine. Il pensait donc que tous les gens qu'il rencontrait étaient des Chinois. Vous voudrez bien m'excuser de ne pas être d'accord. Je pense que le fait qu'il passait son temps à rencontrer des Chinois l'a poussé à croire qu'il était en Chine. Menzies croit qu'il y a plus que les récits de Verrazzano et de Colomb pour prouver que les Chinois sont arrivés les premiers. Et il affirme que la science de l'ADN va dans son sens.
Les Indiens d'Amérique ont effectivement des gènes asiatiques. D'après Menzies, ces gènes asiatiques sont présents dans la population des Indiens d'Amérique parce que les marins chinois de Zheng He se sont mélangés ou mariés avec eux. La science de l'ADN est incapable de dire précisément quand ces caractéristiques ont été acquises, mais Menzies affirme que les témoignages de l'époque permettent de dater l'ADN. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces gens que je vais mentionner maintenant ont acquis, il y a très peu de temps, des gènes asiatiques. Qu'est-ce que cela signifie? Personne ne le sait avec précision. Qu'est-ce qui est récent? C'est la question à 1 million. Les populations du Groenland, celles des Aléoutiennes, les peuples de la péninsule du Yucatan, les Incas. Bon, si vous étudiez certaines de ces populations, leur ADN, leur patrimoine génétique à tous ces peuples, aux Aléoutiennes, au Groenland, dans la péninsule du Yucatan et au Pérou, tous ces gens ont des gènes tellement proches de ceux des Chinois que vous pourriez dire qu'ils sont chinois. Je suis d'accord qu'on ne peut pas le faire remonter à 20 générations, 30, ou peu importe. Mais je peux vous montrer que partout où la flotte s'est arrêtée, les gens aujourd'hui présentent des gènes chinois, ou japonais, ou mongols. On ne peut pas prouver à l'heure actuelle que je me trompe. Quand on aura trouvé le moyen de dater l'ADN, on pourra peut-être le faire. Mais pour le moment, personne ne peut le dater. D'après Menzies, la flotte des Ming ne s'en est pas tenue à la découverte de l'Amérique. Il dit que les Chinois furent aussi les premiers à faire le tour du monde. Menzies cite un document qui affirme en effet que la flotte chinoise se rendit dans pas moins de 3000 pays dans le monde. La source de Menzies est la copie manuscrite d'une pierre taillée qui a été perdue. Monsieur Wu est calligraphe et il a copié de nombreuses fois les mots de l'inscription perdue. La flotte est partie de Taichung et s'est rendue au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, à Calicut, à Hormuz et bien d'autres. En tout, il est écrit 3000 pays. Mais c'est très facile de se tromper. Voici comment vous écrivez 10. Et le caractère qui correspond à 1000 a un petit trait en plus en haut. Les deux caractères se ressemblent. C'est donc facile de les confondre. Wu compare ce document à une autre stèle sculptée du XVe siècle qui existe toujours. Érigée par Zheng He en personne, elle indique clairement 3 fois 10, et donc 30, et non pas 3000 pays. Eh bien, je pense que 30, ça n'a pas de sens. S'il s'agissait seulement de 30 pays, ça indiquerait des voyages assez limités, et par un nombre moins important de bateaux. Ça n'aurait aucun sens. Parce qu'il est évident, d'après leur histoire, qu'il s'agit de plus de 30 pays. L'inscription sur la stèle est-elle erronée? En fait, je n'en sais pas assez sur ces stèles. Je préfère m'abstenir de tout commentaire. La découverte d'une stèle funéraire a mis en évidence d'autres faits. Dans son livre, Menzies déclare que c'est l'eunuque Zhu Wen qui fut l'amiral responsable de l'exploration de la côte est de l'Amérique du Nord. Menzies dit que Zhu Wen est allé en Amérique. En fait, Zhu Wen était un officier originaire de Taichung et nous disposons de sa pierre tombale. Il a effectivement fait des voyages avec Zheng He, mais sur sa pierre tombale, il est clairement écrit qu'il fut rappelé plus tôt, au milieu du voyage. On lit qu'il fut rappelé en 1421 au cours du voyage. La source vient de M. Wu, qui a découvert cette pierre tombale et est désormais conservateur du musée. Il est soutenu par 3 autres spécialistes qui ne sont pas opposés par ailleurs à votre thèse principale. Bon, d'accord, j'admets ce qu'ils disent. Mais si Zhu Wen n'était pas en train de naviguer le long de la côte américaine vers le Groenland et l'Arctique, qui était-ce alors? Son second? Savons-nous qui c'était? Non. Mais quelqu'un en était responsable. Les flottes ne se baladent pas sur les mers par la magie du Saint-Esprit. Ça ne vous dérange pas que ce ne soit pas Zhu Wen? Pas vraiment.
De nombreux spécialistes chinois qui veulent rester ouverts à la théorie de Menzies n'en sont pas moins quelque peu sceptiques. Où est allée la flotte? Les archives chinoises ne mentionnent pas qu'elle ait dépassé le cap de Bonne-Espérance. Je ne peux donc pas l'affirmer. La flotte de Zheng He était effectivement très supérieure à celle de Colomb ou de Magellan, mais nous ignorions l'existence de l'Amérique. Nous ne savions même pas que la Terre était ronde. Les spécialistes chinois ne se sont pas penchés sur la question. Ils se sont contentés de l'erreur de traduction et se sont dit « Oh, tout ça est bien trop compliqué. Vous savez bien que nous ne pouvons pas accéder aux archives, qu'il n'y a pas d'archives d'ailleurs. Tout cela est donc tout à fait absurde. » Nous avons 3 témoignages de l'époque, 2 stèles de pierre et des cartes. Je ne suis pas d'accord avec la théorie que tous les documents ont été brûlés. Évidemment, nous avons perdu les carnets de bord, mais les grandes lignes sont très claires. Ce que j'ai fait, c'est frapper un grand coup en secouant la Chine. Ils savent donc très bien qu'ils ne peuvent plus dire que c'est n'importe quoi. C'est peut-être erroné dans le détail, mais l'idée générale du livre est tout à fait juste. Pour développer une nouvelle théorie, il faut avoir de quoi l'étayer. Les éléments de preuve peuvent être des archives historiques ou bien des découvertes archéologiques. Mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous ne pouvez pas dire que votre théorie tienne la route. Sans se laisser décourager, Gavin Menzies finance d'autres recherches encore pour connaître l'ultime destination de la flotte des étoiles. Il a créé un site web et il est submergé de nouvelles théories par des milliers d'enthousiastes. Toutes les semaines, et en moyenne toutes les minutes, quelqu'un se rend sur notre site web avec des questions, des suggestions, des opinions contradictoires. Nous avons reçu 36 000 courriers électroniques, nous fournissant de nouvelles preuves. Menzies affirme que les Chinois ont passé le cap de Bonne-Espérance en août 1421. Il se trompe complètement. Il n'y a pas l'ombre d'une preuve. C'est de la pure invention. Je pense que ce n'est qu'une question de temps, avant que l'idée que cette histoire vraie ne fasse l'unanimité dans le monde entier. Et ce que je dis dans le livre ne sera plus pris pour une invention tirée par les cheveux. Tout le monde sera convaincu que j'ai raison et que ça tombe sous le sens. Je trouve le livre extrêmement distrayant, mais je ne le prends pas du tout au sérieux. Je crains qu'un grand nombre de gens n'acceptent pas toutes les affirmations de ce livre, faute de pouvoir faire la différence entre science et pseudoscience. Certains des points évoqués aujourd'hui ébranlent-ils votre conviction et votre foi en ce récit? Non. Aucun. Alors que controverses et spéculations en tout genre continuent à entourer les voyages de Zheng He et de la flotte des étoiles, il reste un mystère. C'est le mystère qui a lancé Menzies dans sa quête au départ. 70 ans avant Christophe Colomb, quelqu'un semble avoir établi une carte des îles qui se trouvent de l'autre côté de l'Atlantique. Étaient-ce les Chinois? Sinon, qui? Pour le moment, tout le monde est au moins d'accord sur la fin de cette histoire. Au cours de ces 30 années, la flotte des Ming a fait 7 grands voyages. Au début, ses exploits ont rencontré l'approbation totale de l'empereur et de son peuple. La richesse et l'influence que cela lui a apporté ont conforté son prestige. Mais les courtisans et les officiels qui lui avaient déconseillé ces voyages ne pouvaient que ronger leurs freins de plus en plus. La liste des tribus fut reçue par le chef du protocole, qui l'a lu à haute voix à l'empereur. De la nacre, des cornes de rhinocéros, de l'ivoire, un extraordinaire encens venu du sud, des milliers d'herbes, des dattes de mer, de l'encens d'Oman. L'euphorie ne devait pas durer. En 1424, l'empereur meurt et son successeur est opposé à ses projets grandioses. Le nouvel empereur consigna la flotte des étoiles à quai et renversa le cours de la politique maritime expansionniste de la Chine.
Et c'est ainsi que la Chine tourna le dos au monde. Pour éviter toute rechute, les journaux de bord de ces grandes expéditions furent brûlés. Le grand amiral Zheng He fut mis sur la touche, son œuvre inachevée. Que lui ou sa flotte ait vu ou non l'océan Atlantique et le monde caché qui se trouvait au-delà, ses exploits suffisent à éclipser ceux de bien d'autres explorateurs. Quant à la Chine, elle abandonna la mer et se replia sur elle-même pendant 500 ans. Ce n'est que récemment que la Chine a commencé à renouer avec le monde qu'elle aurait pu dominer autrefois, et l'amiral Zheng He est redevenu un héros national.